Toute sa vie, Jean Rochefort a préféré faire le singe plutôt que de se raconter. Vieux jeune homme en basket jaune, il décide enfin de dévoiler quelques secrets. Ceux tout d'abord d'un enfant de la guerre, hanté aujourd'hui encore par ce qu'il a vu au moment de l'épuration. Avec Jean Rochefort, ce sont 60 ans de cinéma et de rire qui défilent sous nos yeux au galop. Belmondo, Marielle, Noiret, Gabin, on a l'impression de les entendre lorsqu'il les évoque. Son livre lui ressemble, farfelu, poétique et stylé. Jean Rochefort, votre livre commence par une note très gaie. Embryon, j'espérais que ma mère ferait une fausse couche. Oui, pas embryon, mais très jeune, je me suis demandé pourquoi j'étais né, parce que je ne me sentais capable de rien. Alors, ça angoisse même à 5-6 ans. Plus sérieusement, si c'était à refaire, vous referiez? La vie? Oui. Oui, sans doute. Mais au moment où on est dans l'approche d'un âge mûr, on a quand même un grand regret de la quitter bientôt. Alors, est-ce que ça valait la peine de la vivre? Je ne sais pas encore. En tout cas, on apprend des choses. On apprend que le petit garçon de 14 ans a vu la guerre avec ses yeux d'enfant. Oui. Visiblement, vous étiez plutôt du côté de la collaboration que du côté de la résistance, plutôt du côté de Vichy que du côté de Londres. C'est-à-dire, j'habitais Vichy. Oui. Et alors, alors mon père travaillait dans le pétrole. Alors, il avait suivi le gouvernement de Pétain. Vos cauchemars sont encore habités, dites-vous, dans le livre, parce que vous avez vu enfant, en particulier des femmes lapidées, des femmes tondues. Oui. Lapidées avec urinement sur le corps. Elles avaient presque mon âge, elles avaient 15 ans. Et vous racontez même un nourrisson tenu comme un poulet. Comme un poulet par les pattes, oui. Alors que la mère était engluée de crachats et de... C'est la première femme nue que je voyais. Engluée de crachats et de croix gammées. Ouais. Et on a beau tout savoir sur l'épuration, vous racontez aussi des collaborateurs dont on gonflait le corps avec... Des pour gonfler les pneus, n'est-ce pas? Oui. On leur rentrait cela dans le cul. Et puis on gonflait jusqu'à ce que la mort arrive. Et ils criaient « Tuez-moi, tuez-moi ». Tuez-moi. Vous avez eu ça avec vos yeux de gamin? J'avais 14 ans. Et vous vous souvenez d'un avion, un avion allemand, et vous avez encore le visage du pilote? Oui, absolument. Ça me hante, parce qu'il a tiré tout près d'un copain et de moi. J'ai eu le temps de voir son visage. Il n'avait pas de casque, il était brun. Et il me semble que son visage était sympathique. Mais toute ma vie, je me suis demandé, est-ce qu'il a tiré pour nous tuer ou est-ce qu'il nous a dit « Fichez le camp, les gosses, c'est pas pour vous ». Et maintenant, j'ai la réponse. Je suis sûr qu'il voulait nous prévenir. En tout cas, vous avez passé votre vie à jamais nous raconter ça, votre guerre, ces souvenirs d'enfance qui vous perturbent encore. Oui, en cauchemardant sur la guerre et en ayant une prévention contre mon espèce. Nous sommes potentiellement tous des monstres. Alors, il y a ces pages noires de l'enfance et de la guerre pour arriver au conservatoire avec 3 copains incroyables qui s'appellent Jean-Paul Belmondo. Voilà, Marielle, Bruno Kremer, Claude Rich, Annie Girardot. Mais le vrai trio, c'est Marielle, Rochefort, Belmondo. Oui, c'est ça, parce que c'est mon téléphone qui sonne, mais ça arrive très rarement. On ne m'appelle plus maintenant. Alors, qu'est-ce que nous disions déjà? On le coupe et on revient à cette bande de copains. Vous racontez un Belmondo qui draguait les filles en concours de paix en leur parlant de boxe et de foot. Ah oui, absolument inébranlable, n'est-ce pas? Jean-Paul a toujours essayé de séduire avec... Il est très pudique et il aimait bien passer pour un imbécile. Il avait ce goût-là, un peu pervers, le goût de l'échec, très bizarrement. En tout cas, vous étiez un peu le plus timide de la bande, celui qui ne croyait pas en son destin, celui qui avait une peur panique des femmes. J'étais très maigre à l'époque, très imberbe et provincial. Et ça changeait tout. Mes 2 copains, eux, étaient parisiens. Vous aviez une gueule de timide et même une gueule de faucheton avec vos lèvres... Les lèvres très minces et sans moustache. J'ai horizontalisé mon faciès grâce à la moustache parce que je ne pouvais jouer que des faux d'herche. Que d'infâmes individus. Voilà. Je crois qu'un de vos copains vous avait dit « Tu ne feras jamais rien, tu t'habilles trop mal ». Donc il y avait vraiment du provincial, il y avait du plouc. Ah oui, il y avait du plouc. Il y avait du plouc négligé, avec une hygiène relative,
à cause des conditions de logement de l'époque. Il n'y avait pas souvent des salles de bain. Vous dites qu'avec Marielle et Belmondo, vous aviez la classe, mais vous n'étiez pas très distingué. Mais oui, quand on mange sa choucroute dans le lavabo, on ne peut pas avoir l'air très distingué. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de chevaux dans votre livre. Il y en a assez peu. Et il y a surtout le plus beau compliment de votre carrière. C'est un jour, vous êtes sur un marché. Oui. Et il y a un gars qui vous dit « Rochefort, je t'ai vu à la télé, il paraît que tu fais du cinéma. » Oui, voilà ça. Avec l'accent, Rochefort, le nom de Dieu. Je t'ai vu à la télé, pour qu'il faisait du cinéma. Et alors, pour moi, c'était vraiment un aboutissement extraordinaire, parce que enfin, j'avais réalisé mon rêve, être un homme du terroir et en même temps un homme de spectacle. Est-ce que vous diriez que vous avez aimé le cinéma pour donner à manger à vos chevaux? J'en veux à mes chevaux, parce que j'ai fait beaucoup de films que j'appelais avoine-foin. Je les ai faits surtout en Italie. J'ai tourné des ignominies en Italie, tout ça pour nourrir mes chers chevaux que j'idolâtrais littéralement. Et ça, j'ai eu honte. Vous êtes quelqu'un de plutôt pudique, qui pleurait plutôt en cachette. Et le seul endroit dans le livre où vous avouez que vous avez chialé, c'est lorsque vous avez passé une nuit dans l'écurie avec un poulain que vous croyez mort et qu'au petit matin, il se met à téter le biberon de lait que vous aviez dans la poche. Oui, je l'avais sur les genoux et j'avais mon biberon que m'avait donné le vétérinaire. Je me suis assoupi et tout à coup, j'ai entendu... Il tétait et j'ai pleuré. Vous parlez très peu de cinéma, mine de rien, où vous racontez des petites anecdotes. Et j'aime beaucoup celle de l'accessoiriste Robert que vous avez croisé en Camargue. Alors, je faisais un nanar, un film comme ça, et je m'ennuyais beaucoup. Ça se passait en Indochine, mais on était en Camargue. Comme d'habitude, j'avais pour ami un accessoiriste. Robert, qui aimait le Ricard. Qui aimait le Ricard, mais c'était une passion, c'était extraordinaire. Et alors, il était livide, gigantesque, il ne bronzait pas, et les moustiques ne le piquaient jamais. Et ça m'intrigue, je lui pose la question, et il me répond, après un long silence, et après avoir enlevé son clope, « Écoute-moi bien, mon petit Jeannot, si une moustique me pique, elle dégueule. » J'ai tellement aimé ça. C'est pour ça que j'aime la vie. Cette affirmation extraordinaire, lourdement pesée, c'est ça qui est magnifique. Autre phrase sublime, on a l'impression d'entendre la voix de Philippe Noiret. C'est une balade en Rolls-Royce dans la campagne et un tracteur passe. Oui, voilà. Et je lui dis freine, une première fois. Une deuxième fois, comme il ne se passe rien, je lui dis freine. Et la troisième fois, je lui hurle freine, freine, freine. Et sa voix sublime et caverneuse et calme me répond « Mais je freine, mon grand. » Et vous allez dans le fossé. Et nous allons dans le fossé. Il y a bien sûr des légendes qui se baladent dans votre livre. On voit par exemple sur 3 pages la légende de Gabin et de Morgan. Oui, oui, oui. Gabin me terrorise littéralement. Je n'ai jamais osé lui parler. J'allais voir Belmondo une fois quand il tournait justement à Saint-Jean-d'Hiver. J'ai jamais osé m'approcher de lui. Enfin bon, bref. Et enfin, j'ai un César. Et alors... il est là, devant moi, à 15 mètres, avec Michel Morgan, qui est la coprésidente de cette manifestation. Et je me dis, cette fois-ci, Rochefort, t'as un César sous le bras, tu vas y aller. Alors je le rattrape, je tape sur son épaule, il se retourne, et j'entends cette phrase admirable. « Ah, c'est toi. J'ai cru que c'était un journaliste, j'allais te retourner une mandale. » Il est parti. Le livre se termine sur quelque chose de très émouvant. Il vous aura fallu 60 ans pour dire merci à Marielle. Oui. C'est grâce à lui que vous êtes comédien. Absolument. Parce que j'étais vraiment down, comme on dit. J'ai perdu le concours du conservatoire. J'ai pas eu le concours du conservatoire. Vous l'avez eu. Je m'étais marié à l'église avec une nymphomane. Tout allait absolument mal. Une nymphomane d'extérieur. Donc... je ne profitais pas de ses avantages personnellement. Oui, vous en parlez d'ailleurs, une pianiste vierge. Voilà, une pianiste vierge qui ne le fut pas longtemps, mais pas grâce à moi. Voilà. Et alors, je suis vraiment dans un état épouvantable, et la Marielle va avoir vraiment un coup de génie. Il va me persuader pendant tout un après-midi d'aller à une audition, et où je refuse d'y aller, comme tous les gens
en dépression, qui ne veulent plus agir, qui ne veulent plus agir. Il a réussi à me persuader. Il a eu un argument qui était extraordinaire. Il m'a dit « Je t'accompagne, je te donnerai la réplique et le bus est direct. » Et quand j'ai compris que ce serait pas si difficile que ça de me déplacer, je me suis lavé, je me suis habillé, on a foncé là-bas, j'ai passé l'audition. Ma vraie vie a commencé grâce à ça. Le bus est direct. Et pourquoi vous avez attendu 60 ans pour lui dire merci à Marielle? La pudeur, hein? Quand on a mon âge, maintenant, c'est facile, on se parle beaucoup, tous les trois. Belmondo, Marielle et vous? Ah oui, beaucoup. Vous vous mariez encore? Ah oui. Aucune nostalgie? Non, en tout cas, nous luttons. Nous luttons en étant le plus con possible, n'est-ce pas? On s'envoie toujours des cartes postales en disant le temps est au beau fixe chaussette. C'est une tradition depuis 60 ans où on se trempe dans l'imbécilité avec un bonheur total. Ça ne fait rire que vous, je l'ai lu dans le livre, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais ça n'est pas drôle du tout, mais nous avons cette joie d'être cons. Ça ne se demande pas aux dames, est-ce que ça peut se demander au monsieur? Quel âge avez-vous, en fait? Ben, à mon grand étonnement, je le dis pour tout le monde, pour que tout le monde soit au courant, je leur dis, faites gaffe, ça passe très très vite. J'en ai 83. Et à 83, en tout cas, on peut encore porter des baskets jaunes et des pulls roses. Il faut. C'est obligatoire, sinon on coule. Merci, Jean Rochefort.